Je pense que sur ces questions, je n'ai pas travaillé sur ces questions de la même manière que j'ai travaillé par exemple sur la région des Grands Lacs. Bon, je pense d'abord qu'il ne faut pas généraliser, il ne faut pas communautariser la problématique des enjeux internationaux. C'est-à-dire que moi, quand j'ai parlé des Sétueurs Tutsis, j'ai cité trois têtes qui sont incontestables. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que ce livre-là a été dédié à un de mes amis Tutsi qui est mort ici à Bruxelles il y a quelques temps, au moment où j'étais en train d'écrire ce livre. Et Antoine Yetera, c'était un garçon qui m'a beaucoup appris sur son pays, qui était le premier d'ailleurs à attirer mon attention sur le fait que ce qui s'était passé au Rwanda n'était pas un génocide contre les Tutsis. Et j'étais stupéfait d'entendre un Tutsi qui disait ça. Et ce monsieur a été marginalisé et par les Tutsis et par les Hutus. Parce qu'il était un esprit libre, capable de dire la vérité. Seule la vérité l'intéressait. Il n'était pas embrigadé dans une démarche communautaire ou communautariste. Donc, tout ce qui est communautaire et communautariste m'est complètement étranger. Et je ne mange pas de ce pain-là et je ne descends jamais dans mes analyses à ce niveau-là. La deuxième chose concernant M. Tshisekedi, il est évident que je n'ai pas mis d'ailleurs tous les éléments que j'avais à disposition dans cette affaire. Il est évident que la demande de boycott de M. Tshisekedi en 2006 a été très mal accueillie au sein de l'Union européenne. Et beaucoup d'intervenants dans les documents de l'Union européenne que j'ai vus déplorait le fait que M. Tshisekedi refuse de participer aux élections. Parce que il devait être la caution politique qui allait donner une coloration de légalité et de légitimité à celui qui était prédésigné. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de notes disant qu'il faut combattre l'extrémisme de M. Tshisekedi dans le processus électoral. Et d'ailleurs, il y a un autre expert des Nations Unies qui disait qu'il fallait tout faire pour le convaincre parce que le fait qu'il ne participe pas aux élections va donner une mauvaise image aux élections. Et évidemment, la séquence que j'ai fait passer dans le livre permet, je l'ai fait d'ailleurs intentionnellement, permet de comprendre, puisqu'il s'agit d'un rapport interne de l'Union européenne, permet de comprendre l'état d'esprit dans lequel les gens étaient dans ce processus électoral pour pouvoir ficeler ce qui s'est passé en 2006. Mais j'ai un ami très important, M. Nachi, qui a attiré mon attention sur un document, et c'est sur ça que je voudrais terminer. Parce qu'il est important que les gens comprennent aujourd'hui l'enjeu dans lequel on se trouve, pourquoi le silence est organisé autour du Rwanda par rapport au pillage, aux massacres qui sont en train d'être commis aujourd'hui à l'est du Congo, et pourquoi ce pays a été accueilli très rapidement au Conseil de sécurité malgré les protestations. D'ailleurs, n'eût été l'intervention très importante des Congolais et d'un certain nombre d'amis du Congo il y a quelques années, Louis Michel serait aujourd'hui aux Nations Unies, parce que quand il est sorti de l'Union européenne, son objectif premier était aux Nations Unies. Donc imaginez le duo Kigali-Louis Michel aux Nations Unies. Je pense qu'on aurait dépêché je crois, peut-être qu'on aurait bombardé le sud Kivu et le nord Kivu actuellement. Donc ce document est très important parce que c'est un des rares articles que j'ai trouvé assez honnête et bien fouillé. Il sort dans le Figaro sous le titre « L'ONU impuissante en RDC ». Et il donne des informations. Je vais finir sur ça et vous allez comprendre l'enjeu de tout ce qu'il y a autour du Rwanda. Tandis que la progression du mouvement rebelle M23 se produit, qui répond également à votre question, se produit dans l'est de la République démocratique du Congo et que la menace d'une sécession devient bien réelle, et ça c'était avant l'entrée du Rwanda au Conseil de sécurité, à New York, l'ONU semble impuissante à agir à 1 mois et demi de l'entrée du Rwanda comme membre provisoire au Conseil de sécurité. Le voisin de la RDC, accusé dans un rapport d'experts des Nations Unies
de commander de fait les rebelles du M23, mais bénéficiant d'un puissant soutien au Conseil en les États-Unis, n'a été mentionné dans une résolution de l'ONU demandant au soutien extérieur de cesser. Désormais, autorisé à siéger au Conseil, le Rwanda réfute avec force toute implication. Selon Philippe Bolopion, qui est un ancien d'ailleurs journaliste et correspondant des RFI à New York, il est actuellement donc, il travaille maintenant chez Human Rights Watch. C'est un conflit d'intérêts sans précédent dans l'histoire récente du Conseil de sécurité. À partir du 1er janvier, le Rwanda sera juge et partie en position de peser lourdement sur l'avenir du voisin qu'il est accusé de déstabiliser et de freiner toute sanction contre les hauts responsables rwandais accusés par les experts de l'ONU. Les diplomates onusiens admettent en coulisses que la présence du Rwanda au Conseil complique toute avancée sur le dossier. Le pays peut, par exemple, bloquer toute décision prise par consensus, en particulier celle du comité des sanctions. Selon Jason Stearns, ancien membre du groupe d'experts sur la RDC, le Rwanda pourrait ainsi empêcher que certaines personnes soient inscrites sur la liste des responsables soumis aux sanctions. Le Rwanda pourra bloquer les déclarations du consensus, mais pas l'action du Conseil, tempère un diplomate occidental qui souligne que le Rwanda sera soumis à la pression des autres membres. Avoir à subir les critiques et se justifier en permanence devant les membres du Conseil pourrait être bénéfique. Veut-il croire les États-Unis et le Royaume-Uni, deux pays qui ont plus d'influence que les autres sur Kigali, ont suspendu leur aide financière au Rwanda sans que cela produisent d'effets jusqu'à présent. Pour l'instant, les États-Unis, qui ont de sources diplomatiques empêché que le Rwanda soit cité dans la résolution, ne semblent pas bouger de position. Selon un observateur proche du dossier, pour Timothy Longman, spécialiste de l'Afrique de l'Université de Boston, les Occidentaux refusent d'affronter le président Kagame par culpabilité après le génocide, mais aussi parce que le Rwanda est considéré comme un modèle de développement économique et joue un rôle déterminant dans la région en opposant par exemple les troupes de la mission de l'Union africaine au Darfour. Il est temps d'arrêter de faire semblant de croire que Kagame est un dirigeant inoffensif, souligne M. Longman. The Atlantic Journal décrit avec détail dans un récent article la façon dont le Rwanda, aidé par un puissant cabinet d'avocats américains, Akin-Gump, mène par ailleurs une campagne de communication sophistiquée et agressive contre le groupe d'experts de l'ONU en cherchant notamment à discréditer son coordinateur Steve Hay. Et vous aurez remarqué par exemple que dans le projet de résolution qui a été présenté au Conseil de sécurité il y a quelque temps, le nom du Rwanda n'est pas signé. Et puis surtout, revenons à l'Union européenne. Vous aurez constaté que la discussion qu'il y a eu avec le Conseil des ministres des Affaires étrangères récemment, on évoque le fait que le M23 doit cesser ses actions, etc. Mais on ne cite pas du tout, pas une seule fois le nom du Rwanda. Donc, conclusion, je pense que debout Congolais, il faut actuellement tout faire pour arracher vos pays des griffes des prédateurs, parce que si on ne le fait pas, si vous ne le faites pas, eh bien les Congolais resteront en exil et c'est justement ce qui est en train d'être recherché actuellement.